2 secondes pour vous dire qu'un monde de bulles, c'est de la dynamite. On débute donc cette aventure à l'Alpe d'Huez, festival de la bande dessinée, où il y a une pléiade de stars de la BD, dont Franck, qui est là pour une multitude de séries. Franck, qu'est-ce que tu vas dédicacer finalement ici? Probablement Destin, puisque je suis là, mais il y a également Virginie Grenner qui va dédicacer le tome 2, le fils. Théoriquement, j'aurais pu dédicacer Les Chants d'Azur, puisque l'album est sorti avant-hier. Mais justement, il est sorti avant-hier, il n'était pas chez Hachette au moment où les commandes ont été faites. Donc les amateurs d'aviation n'auront pas de dédicace sur Les Chants d'Azur. Mais il reste encore les Décalogues, les Fleury Nadal, etc. Mais que du Glénat. Que du Glénat. Et alors tu fais parfaitement le lien justement. Nouvelle aventure dans les airs, l'aviation. On n'est pas loin du ciel ici, hein? On n'est pas loin du ciel, on est même bien au-dessus des altitudes qu'atteignaient les pilotes à l'époque où je raconte leur histoire, puisque je commence en 1906, et que le record d'altitude en 1906, il devait être de 10 mètres de haut. Hein. Et par contre, ça va très vite après. Et en fait, bien sûr, je raconte des histoires de pilotes dans Les Chants d'Azur, mais surtout d'avionneurs. L'avionneur, c'est celui qui construit les avions. Et à l'époque, c'est une aventure exaltante parce que on part de zéro, et donc on s'inspire beaucoup des expériences d'Otto Lilienthal qui a observé le vol des oiseaux, qui a fait faire des progrès énormes dans l'aérodynamique. Mais par contre, sur les engins, sur ces espèces de caisses à savon faites de planches et de ficelles, on met des moteurs de moto, ou alors des moteurs qu'on bricole. Alors on tombe souvent, mais comme on tombe de 10, 20 mètres, c'est pas très grave. Ça va le devenir assez vite parce qu'à partir de 1907, 8, 9, les progrès sont gigantesques. C'est en 1910 ou 11 qu'on atteint, Farman atteint le record d'altitude de 1000 mètres, donc quelques années après les 10 mètres de départ. Et je vais raconter dans Les Chants d'Azur donc l'épopée de ces gens-là, de 2 familles d'avionneurs qui vont se déchirer puis s'unir. Donc des origines de l'aviation en France, 1906, premier vol de Santos Dumont, jusqu'à la disparition des dernières firmes privées dans l'aérospatiale dans les années 80. Alors dis-moi, c'était une vieille passion l'aviation, ou toi tu es plutôt une nouvelle fois du côté humain? Donc si t'intéresse, c'est voilà, ces grands personnages qui façonnent l'histoire. Bien sûr, ce qui m'intéresse, c'est les personnages, c'est la saga familiale, puisqu'on va voir ces gens se déchirer, se disputer, s'aimer. Mais l'aviation n'est pas quelque chose de tout nouveau pour moi, puisque mon père a travaillé dans l'aviation. Il était ouvrier dans des firmes prestigieuses qui ont disparu, comme Potez, Breguet, la Tecoer, et puis après Sud Aviation. Et le dessinateur, Luc Brailly, est le petit-fils de Fernand Brailly, qui est un des pionniers de l'aviation. Et on a des photos de lui, par exemple, en train de piloter un Blériot 11 en 1910. Donc une histoire d'aviation racontée par contre par des fils et petits-fils d'avionneurs ou d'aviateurs. Voilà, une belle aventure. Alors on l'a dit, on est dans un festival de bande dessinée. Est-ce que pour toi c'est toujours... Voilà, une nouvelle aventure de rencontrer tes lecteurs à la fois? J'imagine qu'on a tout le temps des anecdotes parce que tu en rencontres beaucoup sur l'année des lecteurs qui viennent te voir. Bien sûr, je fais pas mal de festivals, peut-être un peu trop, je vais essayer de réduire considérablement dans les années à venir. Et chaque festival apporte son lot de surprises. La dernière anecdote en date concerne plutôt la série Secret chez Dupuis. Et c'est donc une série dans laquelle je raconte des secrets de famille, aussi bien aujourd'hui qu'il y a 2 siècles et dans tous les pays possibles. Et évidemment, les lecteurs qui achètent ces albums-là ont eux-mêmes des secrets de famille. Et parfois, ils nous racontent des secrets dans des derniers festivals. On était avec Marianne Duvivier, une des dessinatrices de secrets, et c'était quelque chose de tout à fait poignant. Et en sortant, on s'est dit, bon, il va falloir qu'on fasse une formation en psychothérapie pour essayer d'assurer le suivi des albums auprès des clients. Voilà, une dédicace sur le divan. Voilà. Ça serait pas mal. Bon, Franck, merci à toi. On te retrouve pour toutes ces séries chez Glénat, puisque c'est le festival ici à Glénat, et puis tu l'as dit aussi chez Dupé. À tout de suite pour la suite de nos aventures à l'Alpe d'Huez.
continue nos aventures d'un monde de bulles ici à l'Alpe d'Huez. Direction les éditions Soleil avec monsieur Keramidas qui nous a sorti un très beau petit bouquin, 365 jours, 365 dessins. C'est parti! Luna et Tico, c'est une sorte de dessin que j'aime bien et que j'aime bien faire, etc. Mais j'aime faire pas mal d'autres choses et tout. Et du coup, je me suis dit, le seul moyen de pouvoir mettre en pratique cette chose sans que ça entache ma production, c'est justement de me fixer une contrainte quotidienne, en fait, vraiment d'essayer de me fixer un petit truc. Donc je me suis dit que tous les jours, je vais faire un dessin. Peu importe sur quoi, ce sera ce qu'il y a sous la main. Il y a des fois, ça va être compliqué à faire. Et je me suis dit, voilà, je vais essayer de tenir. Et je pense que le plus dur, à la limite, c'est le départ. C'est peut-être les 15 premiers jours ou le premier mois. Et après, je pense qu'une fois qu'on a fait 3 mois et qu'on commence à voir justement qu'il y a de la variété, etc., on se prend au jeu et après, l'année passe toute seule, quoi. Ce qui se passait souvent, c'est que la veille, je réfléchissais à ce que je pouvais faire le lendemain. Au moment de m'endormir, je me dis, bah tiens, je vais essayer telle technique, telle chose. Et du coup, le matin, j'arrivais en sachant ce que je voulais faire. Et quand j'arrivais à l'atelier et que je ne savais absolument pas ce que je voulais faire, c'est là où je me disais, bah tiens, je dessine mon bureau, je dessine ça, etc. Ce qui fait partie aussi de façon de l'exercice. C'est un dessin comme un autre, quoi. De toute façon, il n'y avait pas... Non, le but n'était pas de faire après ni politique ou quoi que ce soit, parce que je suis pas assez calé là-dessus pour me permettre un dessin au quotidien, à la limite comme peut le faire Maester ou ce genre de choses. C'est peut-être ce que je trouve marrant, c'est que finalement, il y a les gens qui me connaissent vont s'y retrouver parce que des fois ils peuvent apparaître dedans ou quoi que ce soit. Et les gens qui ne me connaissent pas vont peut-être se retrouver parce que dans l'année, ils ont eu voilà, et à un moment donné, ça part de la mort de Michael Jackson, je veux dire. Tout le monde a vécu, a connu la mort de Michael Jackson. Donc voilà, donc il y a ce genre de choses. En fait, ça a de sens, un truc comme ça, que quand le truc est fini, finalement, il y a les 365 dessins, quoi. Comme le donjon était un break sur les 50 de Luna, le dessin quotidien, c'était le moyen de faire mon donjon au quotidien, en fait, parallèlement à Tico, quoi, en fait. Et j'ai vraiment besoin de ce langage différent pour pouvoir écrire. Et c'était vraiment fun parce que du coup, c'était vraiment des accidents. J'allais en papeterie plutôt, je voyais des stylos un peu bizarres. Du coup, je les achetais à chaque fois en me disant, bah tiens, c'est les occasions qu'on fait que, tiens, je vais essayer tel truc, telle technique. Je lis tel bouquin, je me dis, bah tiens, c'est intéressant là-dessus. Donc voilà, donc il y a des trucs plus ou moins réussis, mais c'était le but aussi. Voilà, il y a de tout, quoi. On continue nos aventures pour le festival BD de l'Alpe d'Huez à 3330 mètres les enfants. C'est un record du monde absolu pour une dédicace évidemment signée du maître Maester. Oui, j'ai un peu grandi du coup sur ce coup-là. Hein, au départ, je voulais le faire avec Jean-Louis Etienne. On devait monter dans son ballon et tout. Et en fait, il paraît que j'étais trop lourd, donc on n'a pas pu le faire pour ce coup-ci. Mais on espère bien que la prochaine fois, on sera le Grand Nord, hein? Puis ouais, exactement. Jamais t'aurais imaginé que Sœur Marie-Thérèse approche de si près le ciel. Et bah oui, c'est vrai qu'on est plus près de Dieu, plus près des étoiles.
On chante quelque chose là. Plus près de toi, Toi, mon Dieu. Oui, c'est plus parfait. près de toi. Les Alors- derniers qui ont chanté ça, ils ont mal fini hein, avec un iceberg. Exactement. Dédicace à 3330 mètres. Alors avec des gants, les dédicaces, c'est une tradition absolue de la bande dessinée. J'imagine que tu en as fait depuis quelques années, on va pas dire. T'as des anecdotes plutôt croustillantes à nous livrer? Des anecdotes de dédicaces ou de festival, c'est un peu différent, mais je pense que déjà cette dédicace-là, elle va rester profond dans les annales, si je puis dire. Et c'est une idée tordue de Michel Pilot, qui donc s'occupe de l'événementiel chez Glénat, et une idée tordue de Jacques Glénat aussi, il faut bien le dire, parce que lui, il n'hésite pas à emmener ses auteurs à 3330 mètres, Ouais. et puis après, débrouillez-vous pour descendre, quoi. Lui, il s'en fout, il fait du hors-piste, piste noire, il est né sur des skis et tout, mais je pense qu'il va perdre des auteurs, là, dans sa maison d'édition. J'en connais certains qui vont pas arriver en bas. Ouais. Et d'ailleurs, on peut se Moi, demander. j'ai pas fini mon album, donc c'est un risque qu'il prend quand même. Voilà. C'est peut-être fait exprès pour certains auteurs, mais ça on n'en parlera pas. Oui. Donc les festivals, t'en fais depuis pas mal d'années, Ouais. et il t'est arrivé quelques anecdotes croustillantes, on peut le dire. Ah oui, alors tu tiens aux anecdotes croustillantes, donc Ouais. c'est ça. Qu'est-ce que je peux te raconter comme anecdote croustillante? La fois où je me suis trompé de chambre dans un hôtel. C'est ces hôtels modernes ridicules avec au lieu d'avoir des clés, il y a des passes magnétiques et puis un jour j'étais j'étais juste fatigué, je suis monté me coucher avant mon épouse, ce qui déjà est exceptionnel. Et puis la clé magnétique ne marchait pas comme d'habitude, donc je suis redescendu, j'ai engueulé le mec à la réception en disant ça marche jamais vos bêtises. Il m'a remagnétisé ma clé. Il me dit quelle chambre, je dis le numéro, il remagnétise, je remonte, j'ouvre, j'allume la lumière, je pose mes affaires et j'entends un grand cri bien sûr. Et il y avait des gens dans notre lit. Une femme enceinte jusqu'aux yeux qui s'est levée, qui m'a dit mais qu'est-ce que vous faites là? Je dis je veux dormir. Là t'as compris que c'était pas un cadeau du festival. J'ai compris que c'était pas non, elle était déjà enceinte et puis il y avait un mec avec, donc de toute façon c'était pas offert par le festival. Et en fait quand elle a refermé la porte, j'ai vu le numéro qui est arrivé à hauteur de mes yeux et je me suis dit mais c'est pas mon numéro de chambre ça. Et je m'étais trompé de chambre, j'avais fait remagnétiser la clé donc au numéro de la chambre des autres. Et donc je suis redescendu, je ne suis pas allé à la réception, je suis juste allé demander ma clé, l'autre clé à mon épouse. Mais le monsieur de la chambre, il avait appelé la réception pour dire qu'est-ce que c'est que ça? Bon, Et Messer. le lendemain ouais. matin au petit-déj, j'ai failli aller leur dire à ces braves touristes, c'est ma table. Voilà, j'ai le numéro. Bon, C'est ma table, vous êtes sur ma table. bon, on va pas parler du Sœur Marie-Thérèse parce que faut attendre un petit peu. Hein. Faut attendre un petit peu, il est en cours, il est sur les skis comme on dit, hein, mais la piste est un peu noire pour l'instant, mais ça va, c'est bien parti, on va essayer de boucler ça pour qu'il sorte à la fin de l'année. Voilà. Si je me foule pas le poignet en descendant, Jacques, ce sera de ta faute. Voilà, on va essayer. En tout cas, tu vas retourner à cette incroyable dédicace, 3338. C'est un record du monde, hein, messieurs, dames. Évidemment, il y a aussi des gens qui sont montés pour la dédicace, donc on les félicite. À tout de suite pour la suite. Pour descendre avec les albums, ça va être drôle. Voilà. Avec les skis et Et l'album. t'imagines, dans 10 000 ans, on va retrouver un Sœur Marie-Thérèse congelé dans le massif des Alpes, Et un Maester aussi congelé, enfin gelé en tout cas. avec ses crayons. À tout de suite. On continue nos aventures ici à l'Alpe d'Huez avec des meurtres, des assassinats, des enquêtes. Je vous rassure, hein, c'est pas ce qu'on a vécu pendant ce festival de la bande dessinée. Quoique tout peut arriver dans un festival de BD. En tout cas, là, je vous parle des histoires extraordinaires de Pierre Bellemare. Elles sont désormais adaptées en bande dessinée. Marie Vrémaux est allée à la rencontre de ce monstre sacré de la télévision. C'est parti. Une fois qu'on a fait plus de 4000 histoires extraordinaires, je me disais on a une réserve énorme d'histoires. Ces histoires se situent dans des décors souvent extrêmement différents et conviendraient parfaitement à une bande dessinée qui raconterait dans une première partie une histoire qui se passe au pôle Nord, alors que dans la partie suivante, elle pourrait se passer dans un pays équatorial. Donc il y avait toutes les fantaisies possibles sur le plan du décor et que permet bien entendu la bande dessinée. Et je voulais également
maintenir le principe de plusieurs histoires dans un même volume, ce qui est le principe même de tous les bouquins que nous avons faits sur les dossiers extraordinaires. Donc, on est parti de 5 histoires, racontées dans un même album de dimension classique, et il fallait trouver donc d'abord, évidemment, le dessinateur qui s'intéresserait à ça. Et j'ai trouvé en Jacques Iclèche, un passionné de la chose. Donc c'est lui ensuite, il faut le dire, c'est très important, qui, dans un choix considérable d'histoires que je lui ai donné, a choisi les histoires qu'il voulait adapter. Ce qui fait l'une des originalités des histoires racontées à la radio, c'est les dialogues. Il ne faut jamais oublier que nous dialoguons considérablement nos histoires. Et c'est pourquoi il était indispensable qu'il y ait aussi ces dialogues dans la bande dessinée. Donc le mécanisme même de la bulle convenait bien à nos histoires. Je suis content du résultat. Ça correspond à ce que j'espérais, si vous voulez. Ça correspond à ce que j'avais imaginé. Voilà. Vous savez, on rêve, on imagine, et puis bon, ça se matérialise, et ça c'est très bien matérialisé. Et notamment, j'aime beaucoup également ce qu'il a fait pour les pages de titres, où il y a un personnage en couleur au premier plan, derrière les brouillons d'un dessin en noir et blanc derrière. Je trouve ça une très très bonne idée. On continue nos aventures ici à plus de 3330 mètres pour la plus haute dédicace du monde. Et pour ceux qui suivent l'émission Monde de Bulles, un de mes grands coups de cœur, c'était quand même Alice. Voilà, avec le travail exceptionnel de Xavier. Xavier, encore 1000 bravos. Quand tu regardes cette Alice, maintenant avec un petit peu de recul, tu te rends compte du boulot que tu as effectué? Ouais, c'était vraiment très très long, surtout pour une première bande dessinée. Sachant que bon, quand on a signé le contrat, on avait 1 an et demi pour la réaliser. Et puis, il fallait la sortir pour le film et c'est profiter un petit peu de la promo quand même. Donc ça a été réduit à 1 an. Donc une grosse pression pour pas se faire mâcher par la grosse machine marketing et tout. Donc c'est vrai que ça fait du bien de l'avoir fini quand même. Ça, c'est sûr. Et puis un vrai plaisir maintenant de le redécouvrir plutôt avec un autre œil. En fait je le découvre avec l'œil du public. Donc les premiers tours qui ont été super positifs, donc c'est que du plaisir. Et puis pour le moment c'est de voir les gens qui arrivent un petit peu. On découvre les lecteurs, la tranche d'âge aussi, parce qu'on avait visé très très large pour la bande dessinée. Donc ça fait plaisir de voir des petits bouts qui redécouvrent Alice, la vraie vision du roman et pas uniquement celle de Disney. Donc c'est vraiment super. Comment on travaille sur un mythe absolu de la littérature? Alice fait partie de ces héroïnes que tout le monde connaît, que tout le monde a quelque part au fond de son esprit. En fait on essaye de se couper de tout. Donc on avait une vision très proche, mon scénariste et moi, d'Alice. Donc à part les quelques références qu'on ne peut pas oublier, qui sont Tenniel, Rackham, le boulot est tellement énorme là-dessus que c'est impossible de faire l'impasse. Mais sinon on s'est coupé de tout, vraiment pas d'illustration moderne, etc. pour juste donner notre vision de la chose. Et finalement c'était vraiment en vase clos, quoi, enfermé chez moi, tout seul devant mes planches. Tes planches, Alice, les personnages. Comment tu pourrais définir aujourd'hui l'Alice de Xavier? Elle est comment ton Alice à toi? Donc voilà, elle est un petit peu plus sombre que l'original. On essaie de se rapprocher aussi de l'Alice originelle, Alice Liddell. Donc d'où la petite Alice brune, qui dénote un petit peu comparé à toutes les blondes qu'on a pu voir partout. Et donc voilà, c'est une Alice peut-être un petit peu plus adulte que les autres. Donc on essaie de se décaler un petit peu quand même de tout le travail fait auparavant. Pour toi, est-ce qu'il y a eu des grandes difficultés par rapport justement au scénario? Est-ce que tu as une préférence pour certaines scènes? Est-ce qu'il y en a qui t'embêtent plus que d'autres? Des cadrages difficiles? D'accord, la scène la plus difficile c'était le tribunal. Donc moi je suis habitué au décor extérieur, très souvent dans mes histoires. Donc là ça va avoir beaucoup d'architecture, essayer de donner une grosse ambiance sur celle-là. Et sinon, pour le reste, non, c'était un travail, je ne vais pas dire facile, mais comme on avait une idée très précise de toutes les ambiances et de toutes les scènes au départ, il n'y a pas eu trop de difficultés. Et puis avoir un avis commun entre le scénariste, l'éditeur et moi, ça a beaucoup aidé aussi. Plutôt enthousiasmant, on voit ça. Les projets
pour 2010-2011. Est-ce que tu es déjà sur les chardons ardents de la création? Un petit peu, il y a quelques albums jeunesse qui sont déjà prévus, donc avec ma compagne au scénario pour 2. Donc oui, l'année elle est déjà complètement chargée. Et puis pour la suite en BD, on verra bien, quoi. Je sais bien qu'il y a peut-être un petit truc qui se profile, mais c'est vraiment trop à l'état d'embryon pour dire quoi que ce soit pour le moment, quoi. Bon, bah écoute, merci à toi. On te laisse profiter de ce panorama exceptionnel. Il n'y a pas de neige dans Alice, mais il y a des paysages aussi fabuleux et fantasmagoriques. On continue nos aventures. Tout de suite, on se retrouve sur les pistes avec d'autres auteurs. À tout de suite. Je descends de la montagne à cheval. Je descends de la montagne à cheval. Je descends de la montagne. Enfin, je descends pas vraiment de la montagne à cheval, plutôt à ski. Difficile de trouver des canassons ici à l'Alpe d'Huez. Par contre, Lise Pressac, journaliste de Choc, est allée à Vincennes pour le premier festival bande dessinée et hippisme. Elle y a rencontré des dadas en grande forme et des auteurs. C'est parti. Bienvenue à l'hippodrome de Vincennes pour un dimanche de course un peu spécial. Dans les tribunes, les habitués du tiercé quarté quinté plus. Au bord de la piste, un novice en matière de paris hippique. C'est pas un tiercé, je suppose. Quinté. Un quinté. Jean Van Damme est un amateur de chevaux, il pratique l'équitation depuis qu'il a 14 ans, mais c'est la première fois qu'il se rend sur un champ de course. Invité d'honneur et pour cause, un prix porte le nom de son poulain, l'Argo Winch. Et pourtant, si l'Argo devait sortir de sa bande dessinée, pas sûr qu'il se reconvertisse en jockey ou en éleveur de chevaux. L'Argo n'est pas joueur, je le vois mal vu qu'il voyage beaucoup et qu'il est appelé à résoudre beaucoup de problèmes dans des tas de pays différents. Je le vois mal s'occuper d'un cheval en permanence comme le font les bons éleveurs. Donc je suis pas sûr. Mais par contre, dans les bandes dessinées, il a déjà fait du cheval. Mais simplement pour échapper à des méchants qui le poursuivaient. On a déjà vu l'Argo dans des univers de jeux, ça c'est arrivé. Dans certains albums. Ceci dit, l'Argo a quand même quelque chose, on va dire un caractère un peu cartésien. Je pense qu'il est joueur, mais dans la mesure où il s'agit de sa vie ou de la vie d'un ami. Pas pour le gain, certainement pas, non, certainement pas. Il en a assez. Pas là pour parier les dessinateurs de bande dessinée, mais plutôt pour s'imprégner de l'ambiance bien particulière du champ de course. C'est un lieu que je ne connaissais pas, moi j'y reviendrai bien, rien que pour le spectacle. Je pense que les univers de jeu, en général, sont passionnants. Que ce soit le casino ou même si je ne suis pas joueur, il y a quelque chose de fascinant dans la motivation et la passion des gens. Dans le sens des paris, des gens qui sont devant les écrans de télévision, qui regardent la course, qui ont leur numéro en main, enfin c'est assez étonnant. Et puis l'univers aussi du cheval, des jockeys. De quoi inspirer peut-être de prochaines BD à condition de réussir à dessiner les chevaux, pas si simple. Un cheval, c'est un peu difficile à dessiner, mais c'est très agréable parce que c'est un animal qui est assez élégant, qui bouge bien, mais qui est difficile parce qu'au niveau des articulations des jambes, c'est un peu complexe à faire. Mais j'aime bien, c'est un animal assez élégant. C'est un animal magnifique, puis il y a aussi ce type de dessin que je fais moi, il y a la licorne qui pourrait prendre place aussi facilement, c'est un cheval quelque part, mais c'est très dur à dessiner, donc raison de plus pour aller les voir faire des croquis. Bon, ok pour observer et prendre des notes, et sinon partant pour un petit galop d'essai, Philippe Franck? J'aurais trop peur de me faire éjecter. Vers l'infini et peut-être au-delà. C'est parti. Vous savez, on aime bien inaugurer des interviews un peu décalées dans un monde de bulles. Donc après celle à 3330 mètres, on fait l'interview transat, mais dans la neige, avec une petite brise non négligeable, Arrêt. Oui, légère, très légère. Alors, dis-moi, comment on construit un album pareil
avant tout, tu as récupéré plein d'anecdotes que toi, tu as vu depuis gamin en regardant du foot ou peut-être en allant voir le foot. Et puis tu as créé des personnages évidemment pour cet album. En fait, au départ, c'est un grand fourre-tout de football, quoi. C'est tout ce qu'aime le grand public, comme les passionnés, comme les non passionnés. Et puis se dire, bon bah voilà, comment je pourrais raconter une histoire sans se prendre trop au sérieux, parce qu'ils se prennent déjà au sérieux, trop au sérieux. Et puis ça soit accessible à tous. Dessiner, créer l'action sur le terrain du foot, c'était évident pour toi de faire des dribbles, de faire des tacles? Ouais, c'est ça qui est amusant, parce que c'est une sorte ils font du kung-fu, quoi. Ils partent dans tous les sens, même sur les têtes, ils s'accrochent. Ce qui est marrant, justement, c'est d'accentuer tous ces traits-là, quoi. C'est-à-dire que même si c'est pas possible dans certaines actions, il faut que ça reste crédible. Partir, un peu comme pouvait faire dans Olive et Tom, quand le ballon il partait à 10 000 mètres en altitude et que le mec il allait faire le retourner, on se disait c'est pas possible, mais ça marche, c'est marrant, quoi. Donc voilà, de se servir d'un petit peu tout ça, quoi. Surtout, il mettait 3 épisodes à mettre un but souvent. Et ça, c'était un peu long dans Olive et Tom. Ça tombe très bien, puisqu'évidemment, tu l'as dit, il y a une Coupe du Monde que la France va évidemment gagner, hein, c'est normal. Ouais, enfin bon, ça, à mon avis, ça va pas se gagner sur le terrain, ça va se gagner autrement, mais non, c'était un bon coup de pub en fait qu'on a bien réalisé avec Glénat. Thierry Henry, on s'en est bien servi, on lui a dit écoute, tu mets la main au bon moment parce qu'on a besoin d'une promo pour Foot Goal 2 à ce moment-là. Et non, c'est super de faire. C'était un peu prévu de sortir le premier album en octobre et de faire le deuxième au mai, avec l'arrivée de la Coupe du Monde. Donc pour l'instant, c'est bien reçu. Le public se retrouve bien, mais aussi bien les passionnés, comme je disais tout à l'heure, que les non passionnés. Et voilà. On verra bien ce que donnera la France. En tout cas, moi, je m'amuse à les faire gagner dans ma BD, ou pas. Et c'est ça qui est amusant, on verra, il y a tellement de grands clubs, de grands joueurs, quoi. Alors Harry, je sais que tu travailles pour un monument absolu de la jeunesse, c'est le journal de Mickey. Qu'est-ce que t'as apporté finalement le boulot au journal de Mickey par rapport à cette nouvelle série? Ça m'a appris plein de choses, comment fonctionner dans la rapidité, comment construire une histoire, et aussi d'être un peu encadré par pas de drogue, pas d'alcool, pas de violence, les pistolets on s'en sert mais pas on tire pas sur les gens et tout ça. Donc en fait ça formate et puis je me disais bon bah voilà, je raconte des histoires, je m'éclatais, je trouvais ça vraiment super. Et je pense que c'est vraiment une très très bonne école parce que le boulot de dessinateur de bande dessinée est un boulot très fastidieux. Tout seul devant sa planche à construire les histoires et puis c'est long, un album de 46 pages c'est long à faire pour que ça soit bien fait, alors que Journal de Mickey c'est un hebdo, une semaine sur deux il n'y a jamais le même truc, on fait à droite à gauche les dessins, on dessine aussi bien un TGV, un avion, un bateau, un ballon, donc ça permet de tout dessiner, on est obligé de savoir tout dessiner dans la rapidité. Bon, on va continuer nos aventures dans toute la France et ici à l'Alpe d'Huez, à tout de suite. C'est la fin d'un monde de bulles, merci de nous avoir suivis. Je remercie une nouvelle fois toutes les équipes de l'Alpe d'Huez qui nous ont accueillis sur ces pistes fabuleuses. J'espère que vous en avez pris plein les yeux. Les rendez-vous d'un monde de bulles, unmondedebulle.com, le site avec les coulisses, les infos et les cadeaux de votre émission, publicsena.fr, le site d'information politique de Public Sénat avec toutes les VOD, les podcasts gratuits et illimités de votre émission. Et enfin, tous les jeudis matins, ma chronique coup de cœur dans le quotidien métro. Ciao et à la semaine prochaine.